Monsieur le Président du comité d'organisation, Madame la doyenne, cher professeur Cronin, chers co-organisateurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est une joie toute particulière de vous accueillir ce soir à l'occasion de la conférence inaugurale de ce colloque, la traduction du sacré, imaginé il y a plus de 2 ans, aussi en collaboration avec Yves Oltramar. En tant que président des Amis de la Fondation Martin Bodmer, je remercie chaleureusement Elisabeth Parmentier, doyenne de la faculté de théologie, ainsi que les professeurs Guylain Waterloo, Jean-Daniel Mackie et Hans-Christophe Ascani pour l'heureux et pour ne pas dire merveilleux partenariat constitué avec notre association des Amis de la Fondation Martin Bodmer. Les informations diffusées ont rappelé les buts de notre colloque. Le cadre de réflexion est l'hypothèse d'un impensé religieux de la modernité, une sorte de refoulement du religieux et du sacré. N'y aurait-il pas une censure du religieux dans le monde intellectuel et dans la culture moderne? Or, il se trouve que la traduction, qui parfois peut paraître marginale, conduit justement à mettre en lumière la dimension anthropologique du religieux. Sans doute le savez-vous, la bibliothèque de Martin Bodmer repose sur 5 piliers: Homère, la Bible, Dante, Shakespeare et Goethe. On peut alors évoquer ici un anagramme, celui du mot religion, origine, qui nous ramène à la littérature universelle, ou Weltliteratur, que Martin Bodmer fit sienne sa vie durant dans le sillage de Goethe. À l'instar de ce grand poète, pour qui les fossiles représentaient la première écriture de l'univers, Martin Bodmer décida d'en inclure dans sa collection, témoignant d'un souci de relier l'écriture à la terre. Il est moins connu que sa collection peut être structurée en 4 parties: pouvoir, art, science et foi. Une large place est ainsi dévolue au domaine religieux. Et comme pour la littérature, on doit relever l'aspect universel, ubiquitaire du sacré, ce qui explique pourquoi la traduction en est un élément fondamental. Et vous comprenez maintenant peut-être mieux le titre de notre colloque, la traduction du sacré. Le palais de l'Athénée, dans lequel vous vous trouvez, a été construit en 1863 pour la Société des Arts et il représente l'un des berceaux de l'histoire genevoise. Le Comité international de la Croix-Rouge fut créé dans son grand salon, juste à côté, et c'est encore un trait d'union avec Martin Bodmer, qui fut membre du comité dès 1939, puis vice-président. Comme l'exprime le professeur Jérôme David, co-directeur du Bodmer Lab, la bibliothèque de Martin Bodmer est une matérialisation de l'esprit de Genève dans le domaine de la littérature et une utopie concrète au service de la paix dans le monde. J'ai l'honneur et le plaisir de passer maintenant la parole au professeur Guylain Waterloo, président du comité d'organisation et que je remercie chaleureusement car il est aussi à l'origine de ce colloque. Les 2 introductions, et cependant, au moment d'ouvrir ce colloque au programme exceptionnel, je souhaite saluer la très belle collaboration pleine de sens, entre la faculté de théologie de notre université et l'association des Amis de la Fondation Martin Bodmer. Collaboration pleine de sens, oui, car la Fondation Martin Bodmer s'enracine dans des moments décisifs
de la culture méditerranéenne et européenne. Homère, la Bible, Dante Alighieri, Shakespeare, Goethe, vous le disiez déjà, Gérald, chacun de ces noms, symbole de cette fondation, évoque pour nous le croisement du sacré et de la littérature. Or, une des tâches majeures de la faculté de théologie est l'herméneutique, c'est-à-dire le travail indéfini et toujours repris de l'interprétation de ces textes sur lesquels notre civilisation s'est construite. À l'heure où elle est en péril, comme nous le rappellera dès ce soir, dans quelques instants, notre premier conférencier, Michael Cronin, il est peut-être plus important que jamais de cultiver ce travail de déchiffrement du sens qu'implique l'interprétation. Or, la traduction se trouve toujours directement confrontée à ce travail du sens et de l'interprétation qui la sous-tend. Traduttore, traditore, dit-on, comme vous le savez, et cela a fait d'ailleurs beaucoup parler. Mais, de toute façon, si le traducteur n'est pas un traître, c'est toujours un interprète. Ainsi, l'on comprend que la traduction puisse faire peur quand il s'agit du sacré. La traduction est-elle une perte, une occultation, une déviation? Mais alors, de quelle rectitude? Et puis, au contraire, ne peut-elle pas être comprise, la traduction, comme une ouverture et une diffusion nouvelle? Un des actes fondamentaux de Luther n'était-il pas de traduire la Bible en langue vernaculaire? Un souffle de liberté spirituelle passe à travers un tel geste. Ainsi, c'est à explorer toutes les dimensions de la traduction que nous sommes conviés à passer 3 jours ensemble. 3 jours très prometteurs. Mais ces 3 journées n'auraient pas été possibles, d'abord sans le concours des institutions qui nous soutiennent, à savoir la Société académique de Genève, l'Institut lémanique de théologie pratique et l'Association pour la réforme progressive, mais aussi sans le concours de nombreuses personnes. Alors, comme ça ne fait pas trop de mal de remercier 2 fois ceux qui ont beaucoup travaillé, eh bien, je dirais que ce soit Jen Wilhelm ou le docteur Gérald Dandiran, que nous venons d'entendre, ou que ce soit nos collègues Hans-Christoph Ascani, Jean-Daniel Macchi, ou nos collaborateurs Émilie Jovanovic et Josserand Aymon, Coralie De Souza, Patricia Galve, Johan Givry ou Lucas Notari, rien n'aurait été possible sans tous ces concours associés et d'une formidable efficacité. Mais je dois une mention spéciale à notre doyenne, la professeure Elisabeth Parmentier, dont l'attention bienveillante et le travail constant ont permis de mener l'ensemble à bon terme. Oui, ce colloque, vous l'avez entendu, a été envisagé alors que je terminais mon décanat, mais de mon côté, je n'ai rien fait. Et je pense que je traduirai sans trahir le sentiment de tous les organisateurs en la remerciant tout spécialement. Porter cette parole sera mon seul mérite. Maintenant, place au colloque et à son premier moment, à savoir la conférence inaugurale de Michael Cronin, que j'invite à nous rejoindre et que je pourrai ainsi présenter. Michael, nous sommes extrêmement heureux que vous puissiez être là pour réaliser cette conférence inaugurale. Je n'apprendrai peut-être pas grand-chose à beaucoup de ceux qui sont là, mais vous êtes professeur au Trinity College, titulaire de la chaire de français qui a été fondée en 1776, c'est-à-dire la plus ancienne chaire de français au monde
en dehors de la France. Directeur aussi du Trinity Center for Literary and Cultural Translation à Dublin, membre de la Royal Irish Academy, et vous avez publié de nombreux ouvrages. Beaucoup d'entre eux portent évidemment sur la traduction. Et je cite un des derniers en date sur ce thème, Translation in the Digital Age, paru chez Routledge en 2013. Mais vos centres d'intérêt vous ont également porté vers l'Irlande. Ce n'est pas trop surprenant. Et la question du tourisme, je cite Irish Tourism, Image, Culture and Identity. La question de la globalisation vous a également concerné avec le livre Translation and Globalization. Enfin, ces dernières années, vous vous êtes particulièrement intéressé aux questions relatives à l'écologie, avec l'ouvrage tout récemment paru Eco-Travel, Journeying the Age of the Anthropocene. Et en effet, vos recherches portent actuellement sur l'élaboration d'une éco-critique en rapport avec les langues et la traduction, ce qui nous amène tout droit, comme par la main, à votre sujet d'aujourd'hui par lequel nous ouvrons ce grand colloque. La traduction à ciel ouvert, la médiation du sacré à l'ère de l'Anthropocène. Et vous avez l'intention d'explorer devant nous la dimension du sacré dans la réinvention de la tâche du traducteur au moment de la crise écologique. Mais il est grand temps que je vous passe la parole pour que nous ayons enfin le plaisir de vous écouter commencer ce colloque. Bon, voilà. Merci infiniment, monsieur le professeur. Madame la doyenne, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par remercier vivement l'association des Amis de la Fondation Martin Bodmer. J'ai eu l'honneur et la chance d'accueillir un groupe de la Fondation à Dublin au mois d'octobre l'année dernière, et c'était vraiment un plaisir pour moi de rencontrer des gens qui étaient aussi intéressés par les questions de langue, de traduction et d'échange culturel. Et je voudrais remercier également la faculté autonome de théologie protestante de l'Université de Genève, donc la fondation et la faculté qui ont rendu cette visite possible. Parce que depuis mon arrivée avec mon épouse mercredi, on est vraiment très vivement impressionné par l'accueil et la générosité des gens ici à Genève. Alors, mon but ce soir, en fait, c'est de traduire la notion du sacré en des termes peut-être un petit peu moins habituels et de regarder la notion même de la traduction un peu autrement. Donc, il ne s'agira pas, disons, de l'exégèse textuelle, hein, parce que au cours des jours à venir, nous aurons d'éminents spécialistes qui vont débattre des questions concernant la traduction des textes sacrés, mais je voudrais plutôt, ce soir, ouvrir une discussion sur le rôle de la traduction dans la définition même de ce qu'on pourrait tenir pour sacré et dans la construction d'un avenir viable pour la communauté des vivants avec notre entrée dans cette nouvelle ère géologique qu'on appelle l'Anthropocène. Et je trouve que ce soir, je suis vraiment bien entouré parce que non seulement il y a la présence humaine, vous, mais je vois les abeilles qui sont au plafond, qui vont me surveiller tout le long de cette conférence. Mais je voudrais commencer, si je peux,
par une jeune traductrice québécoise, Marine, qui cherche à frayer son chemin dans la vie à travers les mots. On apprend dans le roman de Jacques Poulain, la traduction est une histoire d'amour, qu'elle, donc ce personnage Marine, se définit comme irlandaise. Pourquoi irlandaise? En l'honneur de sa grand-mère qui a quitté l'Irlande au XIXe siècle pour chercher une meilleure vie d'outre-Atlantique, comme des millions de mes compatriotes. Donc Marine, après avoir bourlingué sur le continent nord-américain, a la bonne idée, enfin, d'accepter une bourse lui permettant d'entrer à l'école de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève. Armée de son diplôme genevois, elle s'installe sur l'île d'Orléans, près de la ville de Québec, pour traduire un livre d'un écrivain, Jacques Waterman. L'œuvre qu'elle traduit, l'œuvre en question, ressemble en fait étrangement à un autre livre de Jacques Poulain, Volkswagen Blues, où justement Jacques Waterman est le nom du personnage principal. Alors, pour Marine, la traduction est surtout une affaire de relation. Et très tôt dans le roman, elle observe la chose suivante: s'il existait un moyen de rejoindre quelqu'un dans la vie, la traduction allait peut-être permettre d'y arriver. Pourtant, ce qu'on remarque dans la vie de tous les jours de cette traductrice, c'est que les relations qu'elle noue sont principalement avec le monde non humain. Les chats, les chevaux, les hérons et les algues qui peuplent sa retraite insulaire. Quand elle rend visite à l'auteur qu'elle traduit, qui habite un appartement tout en haut d'un immeuble à Québec, elle est tout de suite frappée par la différence entre leurs deux expériences du monde naturel. Et je cite, le double vitrage de la porte-fenêtre étouffait les bruits extérieurs, de sorte que le paysage avait une apparence irréelle qui contrastait avec la nature vivante et bruissante dans laquelle j'étais plongé à l'île d'Orléans. Donc, cette immersion dans la nature est cautionnée par l'une des héroïnes de Marine, Isabelle Eberhardt, que évidemment vous connaissez bien. Donc, Eberhardt, qui est une sorte de découverte littéraire faite par Marine lors de son passage à Genève. Alors, la jeune traductrice affectionne tout particulièrement l'un des premiers textes d'Eberhardt, où celle-ci affirme sa volonté d'autonomie. Je cite, « Pour l'instant, je n'aspire qu'à dormir dans le silence et la fraîcheur de la nuit, sous des étoiles filantes tombant de très haut, et avec pour toi l'immensité sans fin du ciel. » Marine prend l'habitude de réciter des textes d'Eberhardt à haute voix devant les chevaux du voisinage. Elle déclare dans le texte qu'ils étaient sensibles à la musique des mots. C'est un goût que nous avions en commun. Donc, ce soir, je vais me servir de ce nous révélateur pour esquisser une nouvelle lecture de la traduction et la traduction du sacré, une lecture qui s'inspirera d'une double iconographie de la traduction du sacré dans la tradition occidentale et qui tentera de situer la traduction au cœur de ce que le très regretté Bruno Latour appelait le nouveau régime climatique. Commençons donc par deux images qui représentent Saint Jérôme, père de l'Église et l'une des figures titulaires de la traduction dans le monde latin. Donc, la première image, que vous connaissez certainement, est celle d'Albrecht Dürer et s'intitule Der Heilige Hieronymus im Haus, Saint Jérôme dans son bureau.
Une gravure sur cuivre, elle date de 1514. Comme le titre indique, la gravure nous montre le traducteur de la Vulgate, entièrement habillé, assis devant son bureau en train de travailler sur sa traduction. On voit des tables, on voit des chaises, des coussins et des livres, ainsi qu'un lutrin, un sablier, une plume et un encrier. En somme, tout ce qu'il faut comme matériel pour un savant qui s'enferme pour travailler sur son opus. L'existence d'un monde au-delà du bureau est suggérée par ces flots de lumière qui passent à travers la fenêtre croisée à gauche du sein, un chien qui dort et un lion parfaitement domestiqué qui se situe au premier plan indiquent également l'existence d'une réalité qui prend son origine à l'extérieur du bureau. La deuxième image est celle peinte par Lucas Cranach l'Ancien et qui s'intitule Der Heilige Hieronymus in Felsiger Landschaft, Saint Jérôme dans un paysage rocheux. La date de fabrication du tableau se situe entre 1515 et 1520. Dans cette interprétation de la vie du traducteur renommé, il est à moitié nu et son bureau et son siège sont grossièrement taillés dans le bois et dans le rocher, dans la pierre. Il est largement dépassé par le rocher et les arbres qui le surplombent, et nous avons la vive impression que le père de l'Église va un jour disparaître sous la verdure environnante. Le lion, à moitié caché, est maintenant debout et sur le qui-vive, à milieu de son homologue casanier dans la gravure de Dürer. Si le monde naturel nous arrive par bribes dans la gravure de Dürer, il est grandement présent dans le tableau de Cranach. La quasi-nudité de Jérôme témoigne d'une sorte de vulnérabilité, un sens très vif de la coexistence avec le monde non humain, qui ajoute une autre dimension à sa pratique traductrice. Plus précisément, ces images contrastées nous invitent à réfléchir à la différence entre ce qu'on pourrait, ou ce que je voudrais appeler ce soir, la traduction à ciel ouvert et la traduction à huis clos. Si cette double iconographie, pourtant récurrente dans l'histoire de l'art religieux en Occident, n'a pas beaucoup attiré l'attention des commentateurs sur la traduction du sacré, on peut y voir une sorte d'angle mort de la pensée avec des conséquences fâcheuses qui continuent à hanter notre présent écologique. Pierre Rabhi, écrivain et pionnier de l'agroécologie, a noté que la claustration est une expérience qui définit notre modernité. Selon lui, les êtres humains, et je cite, de la maternelle jusqu'à l'université, ils vivent un enfermement. Fin de citation. Après avoir quitté l'université, ces mêmes êtres vont travailler enfermés dans des immeubles ou des bâtiments administratifs. Le soir, ils montent dans des voitures qui prolongent cet isolement du monde au-delà de l'écran du pare-brise. Plus tard, chez eux, ils regardent ce monde extérieur de derrière d'autres écrans, ceux de la télévision, de l'ordinateur portable ou de la tablette. Pour l'essayiste Chris Arthur, les conséquences sont à prévoir. Et je traduis. Des millions d'entre nous sont plus définis par le temps qu'on passe à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le résultat,
c'est que nous avons perdu le contact avec le monde naturel. Ceux qui sont vraiment en proie à cette sensibilité de l'intérieur n'arrivent même pas à identifier les espèces les plus répandues d'oiseaux, d'insectes et des plantes dans leurs environs. Donc, cette séquestration physique se traduit par une clôture philosophique. Le monde naturel devient quelque chose de lointain, une vague source de dérangement plutôt qu'un véritable élément de réflexion. Donc, si l'on prend au sérieux ce double héritage iconographique de Jérôme, que serait-elle cette traduction à ciel ouvert? Et comment est-ce qu'elle pourrait réorienter notre pensée vers l'extérieur? Qu'apporterait par ailleurs la notion ou la tradition du sacré pour conforter cette ouverture traditionnelle au monde naturel dans lequel nous sommes immergés? Pour Bruno Latour, la du nouveau régime climatique est tout sauf une crise de passage et exige, selon ses dires, je cite, une profonde mutation de notre rapport au monde. Fin de citation. Au cœur de cette mutation est une reconfiguration du statut de l'humain et de son rapport avec le monde non humain. Pour la philosophe néerlandaise Rosie Braidotti, la prise de conscience de notre identité comme espèce implique le décentrement de l'anthropos. Je cite, « le représentant d'une espèce hiérarchique, hégémonique et plutôt violente dans la centralité est maintenant contestée. » Donc, cette contestation vient en premier lieu d'une terre qui se révolte contre les abus de ce que Descartes avait baptisé de maîtres et possesseurs de nature. Donc, on connaît les périodes de sécheresse, les orages, les incendies. Je n'ai pas besoin, disons, de réciter la liste des catastrophes qui sont déjà arrivées et qui vont s'amplifier dans les années à venir. Donc, l'exceptionnalisme humain, ou ce que Braidotti appelle l'anthropolatrie, n'est plus viable sur une planète où l'existence même de l'espèce humaine est mise en cause par l'effet de serre et la destruction massive de la biodiversité. Il s'ensuit donc que nous devons penser radicalement la notion de la subjectivité pour tenir compte du monde non humain et poser le sujet comme, et je cite de nouveau Braidotti, une entité transversale qui comprend l'humain, nos voisins génétiques, les animaux, et le monde dans son ensemble, et de le faire dans un langage intelligible. Donc, cette ontologie relationnelle qui favorise des relations horizontales plutôt que verticales entre les entités vivantes et non vivantes, qui constituent le monde, soulève immédiatement la question de la différence. Si établir des relations s'avère nécessaire, comment le faire entre des êtres qui sont si différents, qui sont tous marqués par une ontologie spécifique? Rarement évoquée dans les débats sur le post-humanisme, la question de la traduction semble pourtant essentielle, car on peut difficilement concevoir une relationnalité sans évoquer la notion de communication à travers la différence. Pour permettre à la traduction d'assumer cette tâche,
dans la construction d'une nouvelle subjectivité transversale, il faut revoir les conceptions courantes sur ce qui constitue la notion de traduction et l'acte même de traduire. Le linguiste russe Roman Jakobson, dans son très célèbre essai publié en 1959, On Linguistic Aspects of Translation, s'inspirait du sémioticien américain C.S. Peirce pour avancer la thèse, pour donc définir la traduction de la façon suivante. The meaning of any lingual sign is its translation into some further alternative sign. Donc, le sens de tout signe linguistique, c'est sa traduction dans un signe ultérieur. Et surtout dans un signe qui est plus développé, into a sign which is more, ou peut-être élaboré, into a sign which is more fully developed. Mais en fait, ce que Peirce avait écrit, c'était conception of a meaning, which in its primary acceptation, the translation of a sign into another system of signs. Donc, ce que Peirce avait dit, c'était pas un signe linguistique, mais le mouvement, la transformation d'un signe dans un autre système de signes. Donc, le mot lingual avait été rajouté par Jakobson, ce qui se correspondait tout à fait, venant de la part d'un linguiste. Mais ce rajout jacobsonien s'avérait pourtant lourd de conséquences dans la mesure où la quasi-totalité des études traductologiques, jusqu'à une date récente, s'était penchée uniquement sur la question de la traduction interlinguistique, comme Cobus nous a clairement démontré dans son ouvrage récent, A Biosemiotic Theory of Translation. Donc, je crois que ce qui importe ce soir pour nous, c'est la générosité donc, de la définition originelle de Peirce, de la traduction, a été compromise. Une mésentente qui se prolongerait avec la sémiotique saussurienne, où un linguiste de nouveau aura tendance à modeler le processus sémiotique sur le langage humain. Thomas Sebeok, un personnage clé dans la création de la biosémiotique, avait une vision autrement plus ambitieuse pour la traduction, quand il déclarait en 1991 que le processus d'échanger des messages ou la sémiose est une caractéristique indispensable de toutes les formes de vie terrestre. Dans un ouvrage publié 10 ans plus tard, en 2001, il affirmait que je cite la traduction française, les biosémioses entre les entités bactériennes ont commencé il y a 1000 millions d'années et sont donc à l'origine de toute forme de communication. Fin de citation. Saisir ces signes peut se manifester de plusieurs façons et fonctionner à des niveaux différents. Cela peut comprendre, par exemple, l'interprétation des signes venant d'autres animaux qui sont perçus à travers le sens de l'ouïe, de la vue, du goût, de l'odeur ou du toucher. La communication chimique entre les plantes, l'interaction entre les organismes et les éléments non organiques de leur environnement, tels que les minéraux ou le climat, et les processus sémiotiques qui fonctionnent au niveau cellulaire et moléculaire. Alors, dans cette perspective,
comme le disait un ancien professeur de l'Université de Genève, George Steiner, la traduction est souvent a constant of organic survival, une constante de la survie organique, permettant aux organismes de naviguer la multiplicité des formes et des fonctions biologiques. Les êtres humains sont donc immergés dans un monde de systèmes organiques et non organiques qui se caractérise par la présence constante des formes de communication qui exigent une traduction pour permettre l'interactivité interspécifique. Concevoir le monde donc comme ce que j'appellerais une tradosphère, c'est-à-dire comme l'ensemble des mécanismes traductionnels qui rend possible la présence de la vie sur Terre, est une invitation à penser la traduction à ciel ouvert, à situer la traduction au cœur de toute tentative de faire monde. Renouer la pratique de la traduction avec le monde qui nous enveloppe n'est pas seulement une affaire de débat un peu abscons à l'intérieur de la traductologie, mais répond à un besoin politique urgent. John S. Dryak et Jonathan Pickering, dans un ouvrage récent qui s'appelle « The Politics of the Anthropocene », on décrit libéral comme une création de l'Holocène, donc cette période qui a duré 12 000 ans, qui a permis, disons, l'apparition de l'écriture, l'apparition des villes, les systèmes d'écriture, qui prend fin avec l'avènement de l'ère d'Anthropocène. Donc, ils ont décrit cette période là comme un parcours de dépendance pathologique qui isole les institutions humaines du système terrestre en incorporant des mécanismes de feedback, de rétroaction, qui étouffent systématiquement toute information concernant l'état du système terrestre et privilégient les intérêts étroitement économiques. Pour leur part, deux autres politologues, Stephanie Burke et Anthony Fischel, font appel à ce qu'ils appellent une ontologie post-holocène de l'inclusion qui repose non seulement sur la reconnaissance organocentrique des droits des animaux, mais sur l'existence antérieure, la présence et la puissance des vies non humaines et des processus qui se manifestent dans de vastes assemblages dynamiques d'êtres à travers le système terrestre. Donc, ce qui sous-entend cette ontologie de l'inclusivité, qui s'appelle de leur vœu, est un idéal de communication politique où les différents agents sont intelligibles les uns aux autres, ce qui rend la délibération possible. Donc, une conséquence logique s'ensuit de cet impératif. L'exigence que le non-humain devait ou parler notre langage politique, ou se taire a toujours été mal formulée. C'est nous qui devons apprendre le langage de la Terre et réimaginer le régime politique et ses idiomes. Alors, vous remarquez là que le mot traduction ne figure aucunement dans cette phrase. Et d'ailleurs, dans le livre, le mot est totalement absent. Mais si on met le mot idiome au pluriel, comme on voit ici, ça implique la diversité et la différence. Et la tâche du traducteur consiste effectivement en la recherche
d'une interface viable entre ces idiomes. Tout projet de démocratie écologique nécessite donc une théorie crédible de la traduction. Alors, le grand défi, et je suis sûr que toute personne dans le public qui m'écoute ce soir s'est déjà posé cette question, mais elle a été posée par Jacques Derrida dans La bête et le souverain, où il dit « Incontestablement, les animaux et les humains habitent le même monde objectif, même expérience de l'objectivité de l'objet. » Puis il continue, « Incontestablement, les animaux et les humains n'habitent pas le même monde, car le monde humain ne sera jamais purement et simplement les animaux. » Donc, on sait que les risques de l'anthropocentrisme sont omniprésents. Mais le but de la traduction à ciel ouvert n'est pas de prendre ces désirs humains pour des réalités animales ou autres, mais plutôt d'ouvrir l'humain à un monde peuplé d'êtres communicationnels et traductionnels. Parce que le temps m'est compté ce soir, et puis il y a des limites à votre patience, je vais pas, disons, parler trop longuement des projets de recherche qui sont en cours pour explorer justement les formes de ces traductions, comme le Earth Species Project ou le Project CITI, qui est le Cetacean Translation Initiative, donc qui explore un petit peu les questions de traduction entre les cétacés, entre les baleines et les êtres humains, ou des études des chercheurs comme Temple Grandin, Slobodjakov ou la jeune néerlandaise Eva Mecher. Mais ce qui réunit tous ces projets de recherche, toutes ces études, c'est la volonté de respecter la différence ontologique profonde entre les espèces, tout en reconnaissant la nécessité absolue de pouvoir communiquer dans un contexte de crise écologique où rester sourd aux idiomes de la Terre entraînera une mort certaine pour notre espèce. Car le défi sémantique est de taille dans la traduction interspécifique, mais je dirais que cet enjeu traductionnel n'est pas si nouveau que ça. Dans son tout dernier ouvrage, The Word on the Translation of the Bible, John Barton, ancien professeur de l'interprétation des Écritures saintes à l'Université d'Oxford, invoque le schéma de Friedrich Schleiermacher pour faire la distinction entre des traductions bibliques qui ramènent le lecteur vers le texte et celles qui ramènent le texte vers le lecteur. Donc, au cours des siècles, et je suis sûr dans les jours à venir, on va parler de cette histoire, on balance entre une pratique traductionnelle qui met en évidence la différence culturelle et linguistique des textes d'origine, et celle qui la minimise au nom de la lisibilité et de l'efficacité. Mais la traduction ne se résume pas à la communication. Si tel était le cas, pas besoin d'écrire un livre comme celui de Barton. Elle se définit plutôt comme communication à travers la différence. C'est justement
la négociation de la différence qui a occupé tous les grands esprits qui sont penchés sur la question de la traduction biblique. L'élimination de la différence annule du même coup la traduction, car en l'absence de différence, il n'y a plus rien à traduire. La traduction est en quelque sorte le garant de la pluralité des mondes et des langues, car ontologiquement constituée par la différence, elle ne peut chercher que son anéantissement en escamotant, en cachant, en occultant la question des origines. En parlant donc des origines, je voudrais revenir au début de ma explication et à notre traductrice Marine, qui, nomade dans l'âme, navigue à travers son ascendance irlandaise et son éducation traductologique genevoise. À un moment du récit, quand elle a des doutes sur sa capacité matérielle de poursuivre son projet de traduction, elle déclare « Connaissez-vous le proverbe qui dit « En cas de doute, abstiens-toi » Il existe, c'est Marine qui le dit, il existe une version irlandaise dont je suis l'auteur qui dit « En cas de doute, fonce tête baissée ». Alors, ce proverbe, qui est bel et bien de son cru, hein, inventé par Marine, qui n'existait pas chez nous, en Irlande, pourrait néanmoins bien s'appliquer à tout un groupe de nomades têtus qui, au nom de leur foi chrétienne, ont quitté leur île natale, non pas comme les ancêtres de Marine, pour filer à l'ouest, mais pour se diriger à l'est et vers la reconquête évangélique du continent européen. Ces moines missionnaires irlandais du haut Moyen-Âge sont éparpillés un peu partout en Europe et certains arrivant jusqu'à Kiev en Ukraine. Parce que souvent on a un peu cette image des moines, des gens qui restent dans les monastères, qui justement sont le symbole même de la stabilité, de l'attachement au lieu, mais on voit ces moines qui étaient tout à fait autres, qui ont voyagé au nom de leur foi. C'était le pèlerinage pour l'amour de Dieu, le peregrinatio per amore Dei. L'un de leurs nombres, Galles, atterrit ici en Suisse et vers l'an 612, il s'installe dans un site qui porte maintenant son nom, ainsi que l'abbaye et sa bibliothèque monastique de renommée mondiale. Et ce matin, j'ai eu le très grand plaisir de visiter cette fabuleuse exposition Trésor enluminé de Suisse, une collaboration entre la bibliothèque de Saint-Gall et la fondation Martin Bodmer. Alors, le saint patron de la ville de Saint-Gall se faisait appeler dans sa langue maternelle, le gaélique, il se faisait appeler Cealach. Alors, Cealach, c'est le mot gaélique pour ermite. Et tout récemment, en 2022, un jeune écrivain irlandais de langue gaélique a consacré un récit à la vie du saint homme. Donc, on voit son nom donc en gaélique sur la couverture. Le sous-titre Cinlainn Fideim, ça veut dire le journal d'un pionnier, parce qu'on appelait ces moines en gaélique Fideim, c'était les pionniers de la foi chrétienne. Donc,
Vers la fin donc de son récit, Johnson nous montre Gall en train de méditer sur les plantes qu'il va transporter dans sa retraite helvétique, parce que, bon, comme son nom indique, il veut se retirer du monde pour, disons, communier avec Dieu, pour se consacrer à la prière. Donc, il dit, Losre hoordlian condichert an glian josk, miachen an champir, an kiachlos agus an slanlos, an liachel agus an muinska. A taart na losna sin ag fásil liavgort, a jinnen na biarie rief hehe joiv. Les plantes que je vais emporter avec moi dans mon ermitage, le fraise, la consoude, les pierres des bois, le plantain, le grand plantain, la centauret noire, ce sont les plantes qui poussent dans les plates-bandes cultivées par les frères avant leur départ. Donc, dans cette dénomination fastidieuse des plantes, cette attention soutenue à tout ce qui vit et à tout ce qui se pousse dans les environs, Gall se montre le digne héritier du style de christianisme qu'il professe. Un christianisme insulaire qui reste très à l'écoute du monde naturel. Donc, en choisissant l'isolement au milieu du désert, parce que le mot que vous voyez sur la diapo, là, donc la deuxième ligne, donc c'est le premier mot, t-shirt, c'est en fait un mot qui est calqué sur le mot désert. Donc, quand il cherche à s'éloigner du monde, Calach ou Gallus ou Gall s'immerge ou se situe dans une tradition qui est bien de chez lui. Parce que si dans les représentations figuratives de Gall, on le voit souvent accompagné d'un ours, c'est que comme beaucoup de ses compatriotes, notamment Saint Colomba, Gall entretient des relations privilégiées avec le monde animal, parce qu'on raconte l'histoire que l'ours il débarque, et puis bon, c'est un peu le cas de le dire, le pauvre ours est un peu mal léché, et donc il voit Calach, donc Gall, qui prie, et puis il est tellement impressionné par, disons, la quiétude, l'absence de peur chez cet homme, qu'il décide de devenir son compagnon. Et donc cette idée de coexistence avec le monde animal, on trouve ça dans les histoires qu'on raconte sur Saint Colomba et un nombre d'autres saints irlandais qui ont débarqué sur le continent européen. Burnham Reynolds, dans son ouvrage Columbanus Light on the Early Middle Ages, observe que it is typically Irish custom to portray their saints as having a special relationship with the created world. C'est une coutume typiquement irlandaise que de montrer leurs saints ayant une relation toute particulière avec la création. Or, Saint Gall, comme on sait, donne son nom également à une bibliothèque qui, comme la Fondation Bodmer, regorge de trésors de la parole écrite. Notamment, une copie manuscrite des Institutiones Grammaticae du grammairien latin Priscien. Alors, ce manuscrit, qui est produit d'une écritoire scriptorium irlandais du IXe siècle, contient à peu près 9000 clauses, dont 3478 sont en vieux gaélique. Certaines de ces clauses sont des traductions de termes ou de passages en gaélique qui ont posé problème à ces moines irlandais. On peut dire donc
que dans le croisement helvético-irlandais, qu'on voit se profiler les deux types de traductions dont j'ai parlé dans un cadre sacré. La traduction, donc, à ciel ouvert, pratiquée par un christianisme celtique qui opte pour la nature comme partenaire privilégié dans un dialogue interspécifique, et la traduction à huis clos, poursuivie par les moines dans leurs écritoires, qui sont confrontés comme moines parlant une langue celtique à l'altérité radicale de la langue et de la culture latine. Une dualité qui se trouve son expression lyrique dans un petit poème qui figure dans la marge de la grammaire de Priscien, donc c'est cette copie qui est à Saint-Gall. Donc ça, c'est le texte en vieux gaélique. Alors la traduction en français serait « Un coucou de claire-voix chante pour moi, portant une cape grise derrière une forteresse de buissons. Le jugement dernier que Dieu me protège. J'écris bien sous les arbres de cette forêt. » Ce qui constitue un lien entre ces deux types de traductions que je viens d'évoquer, c'est l'expérience de la différence. Comme nous le rappelle la magnifique collection de la Fondation Bodmer, la traduction du sacré constitue depuis des siècles un trésor inestimable de réflexion sur la nécessité de concilier l'impératif de la transmission avec le respect de l'altérité. Élargir les définitions et les horizons de la traduction exige également une mise en valeur de certains courants de la vision du sacré qui se définissaient plus par l'horizontalité que par la verticalité et qui chercheraient à assumer de plein gré l'héritage de la double iconographie du saint patron des traducteurs. L'auteur que Marine va traduire, Jacques Waterman, lui cite une phrase d'un écrivain qui est étroitement associé à la Fondation Martin Bodmer, Jorge Luis Borges, qui aurait dit à propos de la traduction, et je cite, « Le métier de traducteur est peut-être plus subtil, plus civilisé que celui de l'écrivain. La traduction est une étape plus avancée. » Fin de citation. Sacrer le traducteur n'est peut-être pas un mauvais plan pour nous sortir de cette crise existentielle qui, disons cette crise qu'est l'effondrement de nos écosystèmes. Et la traduction du sacré, avec cette très longue tradition de négociation de la différence, pourrait justement constituer ce que Borges appelait une étape plus avancée dans le maintien et la survie de cette planète qui, pour le moment, reste provisoirement la nôtre. Merci.